Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voici probablement une information, enfin deux informations qui pourraient échapper à votre attention. Huawei, le géant chinois des smartphones et de télécom, porte plainte contre le gouvernement américain de Donald Trump pour l'interdiction de ces appareils et équipements accusés d'être utilisés pour des fins d'espionnage et enfin constituer une menace pour la vie privée des Américains sans aucune preuve tangible. Et d'autres informations, c'est que Meng Wanzhou, vous savez, sous caution, actuellement arrêté par les autorités canadiennes et libéré sous caution, poursuit aussi les autorités canadiennes pour violation de ses droits constitutionnels lors de son arrestation en décembre dernier à l'aéroport de Canada. Alors, apparemment, c'est un nouvel épisode de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors, comment comprendre ces deux informations? C'est évident que cette fois-ci, c'est au tour de Huawei et de Meng Wanzhou de contre-attaquer. Alors, moi, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir deux invités qui pourraient nous donner leur explication. Alors, Monsieur Barou, bonjour, Pierre Barou. Alors, je me rappelle que c'est vous qui m'avez donné le premier visa pour aller dans votre beau pays, la France. Hein. Et vous êtes ancien président de chambre de commerce française en Chine. Oui, ancien. Voilà, vous êtes bienvenue sur notre plateau, ce n'est pas la première fois et j'espère que ce n'est pas le dernier non plus. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et mon deuxième invité, c'est Ting Yifan, que vous connaissez bien. Il a obtenu son doctorat en France aussi à Sciences Po de Bordeaux. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages économiques et politiques. Et surtout, il est souvent invité sur notre plateau pour donner ses analyses sur les affaires internationales et nationales. Bon, alors, ma première question à Ting Yifan, hein, c'est Huawei et Meng Wanzhou contre-attaquent contre les États-Unis, le gouvernement américain et le gouvernement canadien. Alors, comment ça s'est passé? Alors, racontez-nous un peu l'histoire. Non, c'est parce que tout récemment, Huawei a décidé de ne plus se cacher, de se montrer. Et Huawei a décidé de porter plainte, non pas seulement contre le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, mais aussi contre le pouvoir législatif, donc contre le Congrès américain. Parce que tout dernièrement, le Congrès américain, donc le Parlement américain, a fait adopter une loi visant Huawei, la société Huawei, visant les produits de Huawei, etc., sans évidence, sans preuve. Donc Huawei a dit que c'est un appui de pouvoir législatif, c'est anticonstitutionnel, parce que dans la Constitution américaine, il y a des clauses qui disent que le pouvoir législatif a des compétences, etc. Et visiblement, cette fois-ci, le pouvoir législatif américain a franchi les limites de ses compétences et sans raison, sans preuve tangible, comme on dit. Donc, Huawei a décidé de porter plainte. Et ça fait longtemps que le gouvernement américain, surtout le ministère de Justice américain, fait des outrances à travers le monde. Des sociétés étrangères ont été sanctionnées par les autorités américaines. Avec des amendes oui, des sociétés françaises, allemandes, anglaises, des européennes, asiatiques, etc. ont été sanctionnées. La plupart sont des sociétés étrangères. Pour n'importe quelle raison. Et vraiment, en plus, selon le droit intérieur américain, ce n'est pas selon le droit international, mais selon le droit intérieur américain. Mais cette fois-ci, Huawei ne peut plus supporter ce genre de traitement. Et Huawei a décidé de porter plainte contre tout cela. Ça va être une lutte très très longue. Parce que le processus judiciaire américain, ça dure, c'est extrêmement cher. Mais Huawei a décidé de ne pas se taire. Oui, comme le
ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, avait dit récemment que Huawei ne veut pas être un agneau silencieux. Il veut contre-attaquer. C'est une référence à un film américain Oui. qui a eu le prix de Oscar. Oui. Bon, alors, M. Barouk étant qu'observateur français, hein, surtout vous connaissez bien notre pays, vous connaissez bien la France aussi et les États-Unis. Alors, il y a eu une affaire un peu similaire sur Alstom, le groupe Alstom, comme vous le savez, hein, son ancien directeur adjoint Pierre Routy avait même écrit récemment un livre en France, Le piège américain. À l'époque, apparemment, Alstom était attaqué aussi par les États-Unis, par la justice américaine. Mais pourquoi la France n'a pas contre-attaqué, porté plainte contre le gouvernement américain comme le fait Huawei? Et au contraire, Alstom est obligé de vendre son parti électrique aux Américains. Énergie. Son département énergie. Énergique. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je crois qu'il faut repartir du début. D'abord, il n'y a pas une affaire Huawei. Comme vous l'avez très bien dit, M. Ding Yifan, il y a plusieurs affaires. Elles sont de nature différente. L'arrestation de Mme Meng par les autorités canadiennes, à la demande des autorités judiciaires américaines, ça, c'est une affaire qui concerne l'exterritorialité du droit américain. Les Américains ont, comme d'autres pays, adopté des sanctions à l'égard de certains pays, en particulier l'Iran, et ils ont donc, dans une procédure judiciaire, comme vous l'indiquiez, qui est longue, qui est lente, puisque ce sont des affaires qui remontent à des années, et cette affaire a suivi son cours devant la justice américaine. Certains développements ont mis en cause Mme Meng en tant que directrice financière du groupe Huawei, et à la suite de ces procédures judiciaires, elle s'est donc trouvée arrêtée par les autorités canadiennes. Les autorités américaines l'accusaient d'avoir violé l'interdiction de commerce avec l'Iran, tandis que la Chine est un pays indépendant qui... Non mais attendez, vous êtes trop rapide. Donc il y a plusieurs affaires. Donc ça c'est la première affaire. Et c'est une affaire qui concerne donc les sanctions adoptées par un certain nombre de pays à l'égard d'autres pays. Si on revient à l'origine des choses, parce que sinon vos téléspectateurs ne comprendront pas. De quoi parlons-nous? Très rapidement, je ne vais pas entrer trop dans les détails. De quoi s'agit-il? Il s'agit de non-prolifération nucléaire. Vous savez que nous sommes dans un système international pragmatique qui fait que les pays, les États nucléaires, dont font partie les États-Unis, la France et la Chine, n'ont pas souhaité, alors de différentes façons. Il y a eu un traité international, certains l'ont signé, d'autres l'ont ratifié, d'autres ne l'ont pas ratifié, mais c'est les le États-Unis système. au début ont signé aussi. Oui, mais ils se sont quittés, mais la France n'a pas quitté. Hein, oui, ça, mais soyons très simples, parce que sinon on entre dans une foule de détails. Il y a un système international que certains jugent injuste, qui est un système pragmatique, et quelle en est l'origine, la cause. L'idée, c'est que il y a des gens qui ont l'arme nucléaire et il vaudrait mieux que tout le monde ne l'ait pas, en particulier parce qu'il y a des pays qui sont gouvernés de façon différente. Il y a des grandes puissances comme la France, la Chine, et puis on n'a pas envie, le système international est tel qu'on s'est mis d'accord pour que tout le monde n'ait pas l'arme nucléaire. Alors, ça n'a pas complètement marché. L'Inde et le Pakistan. Voilà, donc ça, c'est cette affaire, n'est-ce pas, de Mme Meng, et avec une autre accusation par la suite, qui est que, en plus, Huawei serait passé par une société écran à Hong Kong, elle était au board de cette société, enfin, donc il y a aussi une accusation de fraude, mais n'entrons pas trop dans les détails. Alors ça, c'est une procédure judiciaire, basée sur une théorie de l'exterritorialité du droit américain.
Et c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est l'affaire commerciale, Huawei, et le fait que les autorités américaines estiment que l'utilisation des technologies de Huawei peut constituer une menace pour la sécurité des États-Unis, pour être simple. Alors c'est une deuxième affaire qui est indépendante de la première. Elle se télescope. Elle se télescope et dans l'opinion, on croit qu'il n'y a qu'une affaire. Mais ce sont deux affaires différentes. La première est judiciaire et la deuxième est législative, exécutive, comme l'indiquait très bien M. Dingifan. Alors, l'affaire de M. Pierucci est encore d'une autre nature. Vous parliez de l'affaire de M. Pierucci. Il s'agissait là non pas d'une violation de sanctions, mais il s'agissait du droit international contre la corruption. Et là aussi, les États-Unis, dans leur lutte contre la corruption, utilisent l'exterritorialité du droit américain. Alors c'est très compliqué parce que, naturellement, les détails juridiques de tout cela... La France fait une affaire avec l'Indonésie, soupçonnée d'avoir corrompu les cadres indonésiens. Exactement. Alstom est sanctionné par les États-Unis. Pourquoi la France ne fait pas alors? Alors, commençons par cette question si elle vous intéresse, et elle est effectivement intéressante. Pourquoi est-ce que les sociétés françaises ne sont pas allées en justice contre les autorités judiciaires américaines? Elles ne sont pas allées jusqu'au procès. Puisque ces procédures, et la procédure Alstom ou la procédure contre Mme Munk, sont des procédures judiciaires. Pourquoi est-ce que les sociétés françaises ne vont pas jusqu'au procès? Vous savez que l'Union européenne a adopté une législation pour se prémunir, pour se protéger de l'exterritorialité du droit américain. On soupçonne les Américains d'utiliser ça dans un intérêt commercial. Et les entreprises, dans nos systèmes, dans nos pays, les entreprises sont indépendantes du gouvernement, donc elles font ce qu'elles veulent. Et les entreprises françaises ou européennes en général n'ont pas souhaité aller jusqu'au procès. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont pensé qu'elles seraient condamnées et que ça leur coûterait beaucoup plus cher. Vous savez que dans le droit américain, on a la possibilité de transiger avant le procès. Et donc les entreprises européennes ont toutes préféré transiger afin de réduire le montant de l'amende qu'elles auraient à payer. Et en particulier, une autre raison pour laquelle elles ont choisi cette voie, c'est que ces entreprises européennes font toutes des affaires aux États-Unis. Elles sont parfois même cotées aux États-Unis. Et par conséquent... non, elles n'avaient pas peur. Les conséquences d'une condamnation auraient été beaucoup plus graves que l'amende. Donc c'est une décision pragmatique. L'Union européenne, sur le plan politique, conteste l'exterritorialité du droit américain, et les gouvernements européens le contestent. Oui, mais les entreprises sont libres de choisir si elles veulent aller dans une procédure judiciaire jusqu'au procès, ou parce si que elles transiger. Une entreprise contre une superpuissance, évidemment, le choix sera plus facile à comprendre. Bon, la réalité des choses, c'est que leurs avocats leur ont probablement dit vous avez intérêt à transiger. Mais, alors, Dingifan, est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait, ce n'est pas une affaire? C'est Meng Wanzhou, c'est une autre affaire. Il s'agit de l'Iran, tandis que cette fois-ci, l'interdiction des produits à Huawei, c'est encore une autre affaire. Mais pour le public chinois, Meng Wanzhou, Huawei, en fait, c'est une affaire au moins similaire. Non, parce que pour l'opinion publique chinoise, ce sont des tactiques du gouvernement américain maintenant. C'était des sociétés derrière les actions du gouvernement américain. Maintenant, c'est devenu une affaire du gouvernement américain pour miner les opérations de la société chinoise de télécommunications Huawei dans le monde. Il n'y a pas que ça. L'arrestation de son CFO vise à déstabiliser la société. L'interdiction de vendre des équipements au marché américain, mais pas seulement au marché américain. Les fonctionnaires, les ministres, etc., américains
vont en Europe, exercent une pression énorme sur tous les gouvernements, français, allemands, anglais, etc., pour qu'ils empêchent Huawei d'entrer dans ces marchés, alors que Huawei était déjà présent en Europe. Tout dernièrement, il y a même pas 2 jours, le secrétaire de défense américain est allé en Allemagne, menace son homologue allemand que si vous continuez à utiliser les équipements de Huawei, les Américains vont couper tout lien de coopération avec vous, y compris l'échange de renseignements. Mais c'est une menace. Oui, évidemment, on comprend que c'est une pression pour stopper ça, mais c'est une menace. Comment un pays indépendant comme l'Allemagne... Mais en plus, c'est une société. Le gouvernement manipule, exerce tous ses efforts d'un pouvoir public contre une société chinoise. C'est fou. Arrêter Meng Wanzhou sous un autre prétexte, mais quand on voit l'affaire de Pierucci, on pourrait comprendre, en fait, c'est une menace contre la société Huawei. Meng Wanzhou peut ne pas être le seul, parce que dans l'affaire d'Alstom, il y a plusieurs autres dirigeants de l'Alstom étaient arrêtés. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'opération de Alstom est très compliquée, parce que, oui, sous prétexte d'attraper une affaire de corruption en relation avec Alstom, le ministère du GCD américain a fait arrêter plusieurs cadres supérieurs d'Alstom. Pierucci lui dit qu'il est otage économique. C'est un peu ça. En fait, le traitement de ces cadres supérieurs d'Alstom dans les prisons américaines était tellement atroce que finalement il fait incliner tous les cadres supérieurs d'Alstom pour accuser la société. Donc, ce qui fait que la société française, Alstom, est devenue, elle, coupable de toutes ces actions, non pas des individus, mais la société mère est devenue coupable, comme la société cotée en bourse, comme la société d'intérêt, etc. Du coup, l'Alstom n'a plus de choix. La société doit s'incliner devant une telle pression, etc. etc. Et finalement, la solution finale, c'est de vendre cette société à une société américaine et qui contrôle maintenant les équipements des centrales nucléaires françaises. Parce que Alstom était le seul fournisseur des équipements dans les centrales américaines. Maintenant, cette partie-là appartient à la General Electric. La France est le pays le plus indépendant de l'Europe, même des pays occidentaux. On rappelle que le général de Gaulle, ses discours, son esprit indépendant. Comment peut-on accepter la France aujourd'hui que ces centrales nucléaires sont contrôlées par une société américaine? Alors, vous faites référence donc au livre de M. Pierucci et à cette affaire Alstom qui fait l'objet en France aussi de beaucoup de débats. Oui, vous savez on parle relativement moins. Vous savez qu'un parlementaire français en particulier a demandé la constitution d'une commission d'enquête qui a rendu un rapport. Il a commencé ou c'est... Elle est terminée, oui, bien sûr, bien sûr. Et plusieurs ministres étaient contre, même... Oui, non mais attendez, même Macron. Permettez-moi de vous répondre. Oui. Donc, dans ce que vous dites, il y a d'abord une mise au point qui est nécessaire. De quoi parlons-nous? Alors, nous parlons très précisément des turbines vapeur fabriquées à Belfort par Alstom, qui font partie de l'îlot conventionnel des centrales nucléaires. La turbine, c'est ce qui transforme la vapeur en électricité. Donc, ça n'est pas la partie nucléaire, si vous voulez, de la centrale. Alors, ces turbines vapeur, elles sont toujours fabriquées à Belfort. La société Alstom, et c'est très regrettable, s'est trouvée dans une situation telle qu'elle devait être reprise. Dans la difficulté. Elle devait être reprise à la fois Alstom Énergie et Alstom Transport.
Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y avait pas beaucoup de candidats pour reprendre Alstom. Et par conséquent, non, il n'y avait pas beaucoup de candidats et l'offre de General Electric était la meilleure. Vous savez, quelle que soit la volonté des États-Unis et en particulier du pouvoir américain actuel d'utiliser toutes sortes de pressions dans ses intérêts commerciaux, ce qui est tout à fait évident et tout le monde le voit, il n'en reste pas moins que la France et les États-Unis sont des pays qui partagent le même système et des pays démocratiques, capitalistes, et entre lesquels il y a beaucoup de relations. Et dans la défense en France, dans des technologies beaucoup plus sensibles que les technologies nucléaires, nous avons à l'occasion recours à des technologies américaines. Et de la même façon, les Américains, la défense américaine, utilisent aussi des technologies françaises. Donc il n'y a rien là. Donc, ce sont des alliés. Il y a rien. Ce sont des alliés. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Et naturellement, s'agissant en particulier des turbines Arabelle, de ces turbines vapeur qui sont un joyau de la technologie française, le gouvernement français s'est entouré de beaucoup de garanties, c'est-à-dire qu'il y a des tas de dispositifs juridiques qui protègent à la fois la propriété intellectuelle, qui reste française, et qui protègent aussi la liberté de la France d'exporter ces turbines vapeur. Et d'ailleurs, les centrales de Hinkley Point, qui vont être construites par les Français et les Chinois en Grande-Bretagne, utilisent des turbines Arabelle. Voilà. Donc, il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser cette affaire. Ça ne retire rien au fait que le traitement qui a été réservé à M. Pierucci et cette théorie de l'exterritorialité du droit américain, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui permet aux Américains de prendre toutes sortes d'initiatives dans des cas de contravention aux sanctions ou de corruption, permettent aux Américains des techniques d'exterritorialité contre lesquelles nous nous élevons et que nous contestons. Ok. Alors, Téléphone, apparemment, Huawei ne veut pas suivre le pas de Alstom. Peut-être les esprits ne sont pas les mêmes. Donc, Huawei contre-attaque, poursuit, porte plainte contre le gouvernement américain. Alors, dans cette sorte d'affaires, est-ce qu'il y a des précédents entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que les entreprises chinoises avaient cette sorte d'expérience de porter plainte contre les Américains? Oui, ce n'est pas la première fois que des sociétés chinoises portaient plainte contre le gouvernement américain. À l'époque, une société chinoise a investi aux États-Unis pour acheter des parties d'une société énergétique, surtout de l'énergie renouvelable, de l'énergie éolienne, etc. Mais les installations de ces turbines, de ces éoliennes étaient considérées comme menace de la sécurité nationale parce que ils sont trop près d'une station de la navire, de la marine américaine. Du coup, au nom de la sécurité nationale, la société a été annulée, ou l'investissement chinois a été annulé, etc. Donc la société mère, parce que c'est une filiale d'une société mère chinoise, Shanyi Zhongkong a porté plainte contre cette décision américaine et elle a gagné le procès. Elle a gagné le procès parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour qu'une station éolienne soit une menace. Donc, c'est possible que gagne un procès contre le gouvernement américain. Parce que le système judiciaire américain est cette fois-ci mis en épreuve. Assez difficile. Parce que finalement, les avocats américains, etc., trouvent que finalement, la décision du Parlement américain et du pouvoir législatif américain contre Huawei n'était pas suffisamment... Contre Shanyi. Oui. Pas Huawei, contre Shanyi. Non, cette fois-ci. Contre Huawei. Les avocats pensent qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves.
Donc la décision américaine contre Huawei n'était pas suffisamment soutenue par des preuves. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que Huawei n'a pas fait une telle décision à la légère. Donc Huawei a étudié le cas, Huawei a discuté avec les avocats américains, etc. etc. Oui, ils pensent que finalement, non, c'est vraiment un abus de la Constitution américaine. Et que le gouvernement américain a pris des mesures qui sont en dehors de leurs compétences, à l'intention d'une société et sans véritable preuve. Apparemment, pour Tiny Fan, il pense que Huawei peut sortir gagnant, et vous? Non, même si le procès ne porte à rien, mais ce serait une preuve que cette fois-ci, la campagne contre Huawei est une action politique déclenchée par le gouvernement américain. Même si ça n'arrive pas à une véritable conclusion. Ça va prouver que finalement, cette campagne anti-Huawei que le gouvernement américain est en train de mener à travers le monde était sans fondement. Voilà. C'est ça. Et apparemment, la France n'a pas interdit Huawei, mais pas le soutenir officiellement non plus. En France, vous le disiez, c'est tout à fait juste, Huawei vend naturellement des téléphones mobiles, ça pose aucun problème. Ils sont d'ailleurs remarquables, ils se vendent très bien, et il n'y a aucun problème là-dessus. Alors ensuite, il y a les réseaux. Alors, quelle est la situation? Le réseau de 5e génération peut-être Non, mais un jour. faisons d'abord la photo de la situation actuelle, pour que vous compreniez bien. Dans quelle situation sommes-nous en France, par exemple? Je prends la France comme exemple parce que je le connais mieux. On n'est pas dans un système de liberté. Naturellement, tous les pays, surtout à l'époque où il y a beaucoup de problèmes de cybersécurité, tous les pays ont des systèmes de protection contre la possibilité, comme vous l'indiquiez, de backdoor, en particulier par l'utilisation de technologies étrangères. Quelle est la situation en France? Huawei n'a pas accès à ce qu'on appelle les cœurs de réseau. C'est la situation. Là, il n'y a aucune pression américaine, c'est la position des autorités françaises. Huawei n'a pas accès au cœur de réseau. En ce qui concerne le reste des réseaux, qui n'est pas le cœur du réseau, Huawei est le fournisseur de plusieurs entreprises télécom françaises, mais à l'exclusion de l'Île-de-France, et à condition que ça ne représente pas plus de 50% de l'équipement du réseau. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et l'organisme français, l'Agence de sécurité des systèmes informatiques, en effet, est en train éventuellement, à la veille de l'arrivée de la 5G, de durcir certaines réglementations. Et il y a beaucoup de débats entre les entreprises de télécom qui ne souhaitent pas retarder la mise en place de la 5G, parce que tout le monde est conscient du fait que Huawei est un des meilleurs fournisseurs, une des meilleures technologies, et en même temps la nécessité de protéger la souveraineté. Donc voilà la situation française. Huawei n'aura pas le sort de Alstom, je pense. Oh, c'est différent, parce qu'à l'époque, Alstom, comme dit Pierre Barroux, est en difficulté financière très profonde. Bon, très bien. Et ce port de vie. On a compris. Alors, Huawei n'aura pas le sort de Alstom. Bon, merci beaucoup, merci tous les deux. Surtout, vous avez porté Surtout que Huawei peut continuer à vendre ses équipements dans beaucoup de pays dans le monde sans que les pressions américaines s'y opposent. Voilà. Bon, merci pour vos points de vue, surtout très différents. Selon l'avancée de cette affaire, j'espère que je vous réinviterai pour continuer notre débat. Merci à tous les deux. Bon, merci aussi à nos chers téléspectateurs. J'espère que ce débat vous donne quelques idées de nouveau.